La seule question que je voudrais vous poser, vous qui avez été à l'école, qu'est-ce que c'est la différence entre un otage et un prisonnier? Parce que j'avoue qu'en écoutant la radio, je n'arrive pas à comprendre pourquoi d'un côté il y a des otages, de l'autre côté il y a des prisonniers. Parce que quelqu'un qui est en prison depuis des années, sans jugement, sans savoir ce qu'on lui reproche, et sans avoir accès à son dossier, et sans savoir quand c'est que sa peine d'enfermement va se terminer, c'est quoi? Pour moi, c'est un otage. Mais je n'ai pas bien compris le français, peut-être. Par contre, quelqu'un qui est israélien et capturé par la Hamas, c'est sûr que c'est un otage. Mais si il est palestinien capturé par les Israéliens, c'est sûr que c'est un prisonnier. Alors, Georges Ibrahim Abdallah, qui est en prison depuis 40 ans, donc qui aurait dû être libéré en 99, depuis 1999, il est prisonnier ou il est otage? C'est bien cette question-là. Vous voyez à travers les mots comment les médias transvestissent la réalité. Et c'est sûr qu'on nous parle aujourd'hui de gens qui ont souffert parce qu'un des leurs était prisonnier de l'autorité palestinienne et non pas du Hamas tout seul. Eh bien oui, c'est sûr qu'il y a eu de la souffrance. Mais il y en a aussi, et bien plus, parce qu'il y a 10 000 otages en Israël, 10 000 otages, dont des enfants. Et cela, on dit que c'est des prisonniers, et donc là, beaucoup sont sans jugement. Voilà, donc, sur les mots, moi j'ai pas été très longtemps à l'école, mais je pense que la différence entre otages et prisonniers, ça sert surtout le pouvoir de ceux qui veulent soutenir le sionisme. Voilà. Je suis très Charles sur ce que tu as dit. Il y a, depuis 1967, il y a 900 000 Palestiniens qui ont connu la prison. 40% des hommes entre 18 et 50 ans ont été des prisonniers. Alors, sont-ils des otages, oui ou non? Je suis entièrement d'accord avec toi. Les mots sont bien sûr extrêmement importants. Je voudrais parler de la situation à Gaza. Il y a une trêve, c'est même pas un cessez-le-feu, c'est une trêve, parce qu'on sait très bien que les Israéliens n'ont qu'un seul rêve, une fois qu'ils auront récupéré ceux qu'ils veulent récupérer, de reprendre les combats. Il y a une trêve après 471 jours de génocide. Est-ce que les Palestiniens ont gagné ou perdu? Ils n'ont pas gagné. Pourquoi je dis ils n'ont pas gagné? On ne peut pas avoir gagné quand on a eu officiellement 50 000 morts, 14 000 disparus, et que le Lancet dit que ce chiffre est largement sous-évalué, qu'il faudra l'augmenter d'au moins 40%, quand il y a 50 millions de tonnes de débris à Gaza, quand l'ONU évalue à 18 ans le temps qu'il faudra pour tout reconstruire, quand on a ce pays qui a été totalement dévasté, quand on a perdu autant de personnes, on n'a pas gagné. Mais ils n'ont pas perdu. Le but de Netanyahou, qui se vantait de vouloir éradiquer le Hamas, tout le monde sait qu'il voulait éradiquer le peuple palestinien, l'expulser, le réduire, l'enfermer, ne plus en entendre parler. Il n'y est pas arrivé. La société de Gaza, elle a plié, elle n'a pas rompu. Vous avez ce moment extraordinaire, peut-être vous n'avez pas fait attention, quand les Israéliens ont eu peur de l'épidémie de polio, quand ils se sont dit, nous aussi on peut être menacés, il faudrait laisser l'OMS vacciner les enfants à Gaza. Vous vous êtes posé la question, comment la vaccination a été possible en 5 jours? Elle a été possible en 5 jours parce que dans tous les camps, dans tous les lieux à Gaza, il y avait une organisation collective qui organisait la vie, qui organisait le ravitaillement, qui organisait l'éducation des enfants et qui a pu organiser la vaccination. La société de Gaza, elle a plié, elle n'a pas rompu. Mais aujourd'hui, il y a une situation très paradoxale. 400 000 réfugiés dans les tentes d'Al-Mawassi ou de Deir el-Balah sont partis vers le nord. Ceux qui sont allés dans Gazavi trouvent encore des choses qui ressemblent un tout petit peu à quelque chose de vivable. Ceux qui sont partis plus loin, à Jabalia, à Béjaïa, à Beit-Hanoun, trouvent des champs de ruines qui sont aujourd'hui totalement inhabitables. Il n'y a plus ni eau, ni électricité, ni puits, ni terre agricole, ni bâtiment, ni rien. Et donc, il faut savoir, nous avons les nouvelles jour par jour de ce qui se passe à Gaza. Un tiers d'entre eux sont retournés dans les tentes. C'est évidemment pas ce que nous souhaitons. Georges Abdallah, dont tu parlais tout à l'heure, Charles, m'avait téléphoné, il voyait les images
de cette marée humaine qui partait du sud et qui est retournée vers le nord. Il dit les Israéliens ont échoué, les Palestiniens ont tiré la leçon de la Nakba et ils rentrent chez eux. Un tiers de ceux qui rentrent sont repartis parce que c'est inhabitable. Nous avons donc aujourd'hui une tâche fondamentale qui est d'aider la population de Gaza à pouvoir revivre sur la terre d'où elle a été expulsée, pouvoir la rebâtir et surtout d'être maître d'une reconstruction qui ne doit pas appartenir à d'autres. Et puis on a une autre tâche fondamentale. On a un cri qui part de Gaza. Ils ont très bien entendu ce que Trump a déclaré. Trump il a déclaré que la solution c'était d'expulser 1,5 million, 2 millions de Gazaouis et que ce serait plus simple évidemment. Il y a eu des protestations assez molles des pays concernés, de la Jordanie, de l'Égypte, de la Ligue arabe, du Qatar. Mais aujourd'hui, créer le rapport de force pour que ces propos absolument ignobles et génocidaires soient impossibles, c'est aussi notre tâche fondamentale. Et obliger nos États complices à attaquer directement les responsables, c'est notre tâche fondamentale.